Juste après la preuve par 5 qui nous explique pourquoi les fleurs aiment à se faire butiner par les papillons et les abeilles, nous nous entretiendrons avec une des fleurs de la 5e, Nathalie Le Breton, avec laquelle nous parlerons du 1er mai et donc, qui sait, du muguet. L'organisation de tout écosystème est un exercice de funambule car l'équilibre de la vie tient à un fil. Chaque espèce est tour à tour proie ou chasseur et dans cet univers d'interdépendance, pas toujours évidente, les uns comme les autres se sont adaptés au mieux pour faciliter les échanges. Résultat, des scènes de la vie animale qui oscillent du style le plus charmant au style le plus saignant. Si l'image des papillons qui butinent les fleurs est apaisante, à l'inverse, l'antilope qui se fait dévorer par le lion est plus que déchirante. Sur la chaîne alimentaire, la vie et la mort se côtoient, bien que sans cruauté, juste pour maintenir l'équilibre. Explication avec notre invité, Armand de Riclès. On peut faire une analogie entre un écosystème et une cellule. Cette analogie n'est peut-être pas très pertinente. Bien entendu, une cellule comporte un ensemble de composants qui interagissent les uns par rapport aux autres, les uns sur les autres, et dans un écosystème, eh bien, les espèces interagissent les unes avec les autres. Je crois que la comparaison ne peut pas dépasser celle d'une simple analogie de ce type. Mais peut-être que les cellules vivantes elles-mêmes constituent un micro-écosystème, puisqu'on a la preuve que la cellule eucaryote qui nous constitue, eh bien, elle provient de la réunion de plusieurs éléments cellulaires qui, probablement, à l'origine, avaient une vie disjointe et qui ont décidé de vivre en société, ensemble, à l'intérieur de la membrane cellulaire, de constituer un micro-écosystème à leur manière, ce qui permet à la cellule eucaryote d'avoir ces propriétés extraordinaires qui vont se manifester à divers égards au cours de l'évolution. Au royaume des insectes, la vie se déroule sous le signe de la séduction. Les fleurs se parent de couleurs, distillent les parfums préférés de leurs pollinisateurs parfaitement préparés pour des rencontres aux allures de rendez-vous galants. Car dans la nature, il n'est pas interdit de séduire pour survivre. L'artiste qui ne regarderait pas plus loin que son pinceau trouverait que ces insectes semblent bien profiter d'une nourriture facile à récolter. Pour manger le pollen ou boire le nectar, il suffit d'aller de fleur en fleur. Ces insectes jouent un rôle fondamental dans la reproduction de ces fleurs. Lors de sa recherche de nourriture, l'insecte frôle les étamines, organe mâle de la fleur. Résultat, des grains de pollen s'accrochent sur les poils de l'insecte. Au cours de son butinage, le visiteur dépose involontairement les grains de pollen sur le pistil, organe femelle de la fleur. C'est la pollinisation qui permet la reproduction de la fleur. Chacun y trouve un avantage. L'insecte puise dans les fleurs sa nourriture et les fleurs sont pollinisées. Il se trouve que les insectes sont attirés par les couleurs, les parfums et la production de nectar des fleurs. L'abeille peut reconnaître les fleurs à la vue et l'odeur. Elle ne butine pas au hasard de ses rencontres. Pour preuve, dans ce laboratoire de l'INRA, on lui fait tirer la langue afin de mieux comprendre son comportement. Nous cherchons à étudier les capacités d'apprentissage de l'abeille. Alors, on dispose des ouvrières d'abeilles dans des tubes de verre, de manière à les étudier individuellement. On veut reproduire, en conditions expérimentales, ce qui se passe dans la nature lorsqu'une abeille arrive sur une fleur. Alors,
on stimule l'abeille avec une odeur florale que l'on injecte dans un flux d'air. Et ensuite, on lui déclenche le réflexe avec une solution de sucre qui ressemble au nectar. Elle va tirer la langue et à ce moment-là, on va lui permettre de lécher la solution de sucre. Donc là, elle va faire l'association entre l'odeur qu'on lui a envoyée et la solution de sucre qu'on lui a permis de lécher. Plus tard, si elle a bien appris l'association, elle va tirer la langue lorsqu'on lui enverra l'odeur seule. L'abeille butineuse est confrontée à un problème qui est que la ruche, en fait, est dans un environnement riche en plantes différentes et elle va devoir choisir entre les bonnes sources de nourriture et les mauvaises sources de nourriture. Le fait d'apprendre les signaux odorants de la plante va lui permettre de s'orienter préférentiellement vers ce type de plante, donc d'optimiser sa recherche de nourriture. Alors ça va permettre à la plante aussi d'assurer sa pollinisation, puisque l'abeille ira pendant une certaine période toujours sur ce type de plante. Donc il existe une véritable association entre plantes et insectes. Certaines de ces associations sont plus spécialisées. Une espèce précise d'insectes avec une espèce précise de plantes. C'est le cas du yucca et du papillon Tegeticula. À la nuit tombante, au Mexique, les fleurs du yucca répandent un parfum qui attire ces papillons. La femelle vient collecter le pollen gluant sur les étamines. Elle s'envole vers une autre fleur de yucca et y dépose ses propres œufs. Ensuite, à l'extrémité du pistil, elle dépose le pollen qu'elle avait récolté. Les ovules de la fleur sont alors fécondés et donnent des graines. Et ces graines servent de nourriture aux chenilles du papillon dès l'éclosion des œufs. Les graines restantes assurent la reproduction du yucca qui, en attendant, a ses feuilles dévastées par les chenilles. Les grandes fleurs aux couleurs éclatantes, qui servent de signaux d'appel pour les insectes, n'ont pas toujours existé. Comment expliquer que les fleurs soient si bien adaptées à leurs pollinisateurs et réciproquement? Quelle est l'origine de cette adaptation? Les réponses à ces questions se trouvent peut-être dans l'étude de l'évolution des plantes et des insectes, ainsi que de leurs fossiles. Cette paléobotaniste essaye de comprendre l'environnement qui existait il y a quelques 140 millions d'années. Quand sont apparues ces fleurs? Les plantes à fleurs sont apparues donc il y a 140 millions d'années à peu près, peut-être un petit peu auparavant d'après les dernières recherches. Et on pense que leur diversification a dû se faire grâce aux insectes. À cette époque-là, c'est-à-dire qu'il y a environ 110 millions d'années, eh bien, les fleurs étaient toutes petites et très probablement pollinisées par le vent ou quelques insectes fort primitifs. Bien avant, il y a plus de 300 millions d'années, la végétation était constituée de fougères arborescentes, puis d'arbres comme les conifères. 160 millions d'années après, les plantes à fleurs sont apparues et encore plus tard, les grandes fleurs capables d'attirer les insectes. Ensuite, les fleurs vont produire du nectar, nouvelle source d'attraction et de nourriture pour les insectes. Et enfin, vers 65 millions d'années, les fleurs ressemblaient déjà aux fleurs actuelles. À chaque nouveau type de fleurs correspond de nouveaux groupes d'insectes pollinisateurs. Mais est-ce un avantage pour les plantes d'être pollinisées par les insectes? Si nous regardons des plantes comme les conifères, eh bien là, elles ont besoin du vent. C'est le vent qui va disséminer donc les grains de pollen. Et il faut une production assez importante de grains de pollen pour assurer des fécondations qui soient faites à coup sûr. Les plantes à fleurs beaucoup plus évoluées, comme celles que l'on voit donc dans la nature aujourd'hui, ont un gros avantage parce qu'elles fournissent beaucoup moins de grains de pollen
Et on voit qu'aujourd'hui, les plantes qui se sont bien adaptées avec les insectes au niveau pollinisation, eh bien, sont plutôt en expansion. Et lorsqu'une spécialiste en fleurs fossiles rencontre un spécialiste des insectes fossilisés, il confronte les dates d'apparition des plantes à fleurs et celles des insectes probablement pollinisateurs. Bien adaptés les uns aux autres, on peut supposer qu'ils sont apparus en même temps. Mais attention, il faut des conditions particulières pour que le matériel biologique soit fossilisé. D'où parfois la difficulté à dater les époques d'apparition des fleurs et des insectes. Et qu'en pense le paléo-entomologiste? On connaît des représentants, des cousins des abeilles dans le Jurassique supérieur, donc un petit peu intérieur aux premières plantes à fleurs connues. Les insectes au cours du temps ont changé d'aspect, et plus particulièrement leurs pattes et leur appareil buccal. Cette évolution est peut-être à mettre en parallèle avec celle des plantes. On peut imaginer comment les abeilles ont évolué. Les abeilles primitives avaient des pièces buccales courtes permettant de broyer le pollen. Au cours de l'évolution, les pièces buccales se sont transformées. Certaines abeilles ont acquis des langues extrêmement longues permettant d'aller chercher le nectar très profondément. On peut encore observer ces différents stades évolutifs chez les abeilles actuelles. Certaines d'entre elles sont restées broyeuses de pollen, d'autres sont devenues lécheuses de nectar. Pendant que les fleurs commençaient à produire du nectar, des abeilles se sont adaptées à cette nouvelle source de nourriture. De la même façon, sur la patte postérieure des abeilles, les premiers représentants avaient des tibias allongés mais étroits et sans poils modifiés pour la récolte. Et on voit dans le registre fossile, aussi bien que dans l'actuel d'ailleurs, des pattes qui se modifient progressivement et pour permettre l'acquisition d'un appareil de récolte efficace. Avec un tibia élargi et des poils modifiés qui permettent d'obtenir un véritable panier en fait, de récolte du pollen. Dans certains cas, l'évolution parallèle insecte-plante est encore allée plus loin. On parle de coévolution. Les figuiers sont des arbres pollinisés par des insectes. Cela les a avantagés. Ils se sont répandus dans le monde entier, se diversifiant en plus de 750 espèces. Chez les figuiers, on atteint un summum coévolutif entre la plante et l'insecte. L'insecte pollinisateur des figuiers est une guêpe minuscule, le blastophage, qui va être attiré par des odeurs très particulières de la figue. Il va rentrer dans la figue, qui est une inflorescence, par un trou très particulier, l'ostiole. Et puis il va arriver dans une sorte de chambre interne, qui est tapissée de fleurs. L'insecte va déposer ses œufs dans chacune des fleurs. Les œufs déposés vont se transformer en larves et au bout d'une trentaine de jours environ, la larve va donner une nouvelle génération d'adultes qui vont s'accoupler dans la figue. Les mâles vont percer la paroi de la figue et les femelles vont s'échapper. Juste avant de s'échapper de cette figue, les femelles vont en fait récolter activement, c'est ce qui est très surprenant, le pollen. Elle va donc charger des poches qu'elle a sur le thorax. Elle va les charger de pollen et va ensuite s'envoler à la recherche d'un nouveau figuier qui l'attire par des odeurs spécifiques. L'histoire se répète encore. La guêpe va rentrer dans la figue et là, elle va pondre et elle va bien sûr polliniser. Et chaque espèce de figuier ne peut être fécondée que par son propre insecte pollinisateur. Ont-ils évolué ensemble ? On étudie les gènes, certains gènes des pollinisateurs et certains gènes du figuier, et on retrace l'histoire évolutive des deux groupes, et ensuite on les compare. Si ces histoires évolutives sont identiques, on peut penser qu'effectivement, au cours du temps, il y a eu coévolution stricte des figuiers et de leurs pollinisateurs. Quand on regarde ces relations mutualistes, c'est-à-dire des relations à bénéfice réciproque entre une plante et un insecte, on a l'impression que l'insecte fait les choses pour la plante et réciproquement. Il n'en est rien et il faut absolument proscrire cette idée-là, elle est fausse. L'insecte agit uniquement en égoïste.
Si l'insecte amène du pollen au figuier, ce n'est pas pour polliniser réellement le figuier et pour faire profiter le figuier du pollen. Il le fait uniquement pour ses générations futures à lui, c'est-à-dire les autres pollinisateurs.